Mes chers amis, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Mon invité pour vous cette semaine, Madame Nancy Shank. Je suis certaine que vous l'avez vue quelque part à Victoriaville. Elle traîne dans tous les cafés, sur la rue Notre-Dame. Elle aime sortir, elle aime jaser, mais elle fréquente aussi des endroits un peu spéciaux, et c'est de ça dont elle va venir nous parler. Elle fréquente des cimetières. Bienvenue, Nancy, à cette émission. Salut, Marie-Josée. Cette émission sera-t-elle morbide? Pas du tout. C'est pas parce qu'on va dans les cimetières qu'on est glauque, quoique c'est une étiquette qui m'a collée pendant longtemps. Oui. Ça l'a cessé avec les émissions de patrimoine comme Passion Maison. De glauque, je suis tombée patrimoniale, intéressante. Mais je fais la même affaire depuis 20 ans. Alors, bienvenue à Appel de l'Aurore. On va cibler un volet particulier de ton art, de ton sujet de passion, me disais-tu avant l'émission. Nancy, comment ça vient dans la vie de quelqu'un, ça, l'amour des cimetières? ça vient... C'est une bonne question. C'est une question qui m'est souvent posée. Pendant plusieurs années, je ne savais pas trop, mais j'étais capable de retracer mes premiers moments dans les cimetières. Quand je suis revenue en région dans les années 2000 à peu près, j'ai repris un cours en photographie, parce que je faisais de la photographie au cégep, mais quand j'étais allée à l'université, par manque de sous puis de possibilités... Surtout de sous. J'avais le choix entre un appareil photo ou manger. J'ai choisi manger. Ah bon, quand même! T'as l'instinct de conservation. Idéalement, pour pouvoir aller à l'école. Donc, j'avais eu un appareil photo de mon conjoint en cadeau d'anniversaire et j'avais les bases encore, mais je me souvenais pas de tout. Mm-hmm. Donc, j'avais repris un cours à l'époque avec Éducopop et un photographe animalier pendant une session. Puis il était bien simple, il expliquait la photo de façon simplement, puis il nous faisait faire des exercices. Je peux pas dire que c'était les plus belles photos de la planète, dans mon cas. Pas du tout. Ça a été quelques années, j'ai exploré, j'ai fait plein d'affaires. Et à un moment donné, je restais pas loin du cimetière Sainte-Victoire et je suis rentrée un mois de novembre dans le cimetière, me chercher des sujets de photographie. Et là, j'ai vu les statuaires et j'ai commencé à en photographier. Depuis toute petite, j'étais intriguée par les symboles qu'il y a dans les églises, dans l'architecture. Donc, c'est comme une piqûre qui est revenue. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait tranquillement trouver sur les cimetières, principalement en anglais. Et là, je suis devenue tranquillement la fille des cimetières, si on peut dire. Bien vivante. Oui, bien vivante. Mais bien entourée. Quand tu vas au cimetière, Nancy, certains pourraient dire, elle fréquente la mort, elle a un attrait pour la mort. Qu'est-ce que tu dirais de cet aspect-là, toi? Oui et non. Oui? Oui, dans le sens qu'on ne peut pas se cacher, un cimetière, c'est le lieu des morts, c'est la ville des morts. Donc, c'est leur lieu où on va déposer nos chers disparus pour qu'ils ne soient pas dans la société courante. Anthropologiquement, toutes les sociétés ont une façon de le faire avec des règles précises. Voilà. Et ça fait vraiment partie de la culture humaine. Et c'est enterrer des morts, on a jusqu'au Cro-Magnon qu'on peut trouver, et même un peu avant, déjà. On a déjà des tombes. Donc, on sait qu'il y a quelque chose où là, on a pris conscience de ce qu'il y avait de la mort, puis qu'il y a peut-être de quelque chose après. Donc, ça, c'est une chose. Mais quand moi, je vais dans les cimetières, c'est pour découvrir. C'est comme si je vais en visite dans un lieu. C'est un lieu sacré, parce que c'est consacré, c'est béni, les cimetières. Oui. Donc, selon les traditions, selon les cultures. Donc, c'est pas un lieu anodin, mais en même temps, c'est un lieu de découverte. Donc, moi, je vais faire de la photographie, je vais aller voir c'est quoi qu'il y a d'intéressant, parce que même dans le plus petit cimetière du plus petit village ou perdu dans un rang, il peut y avoir un trésor qui est méconnu. Ça fait partie du patrimoine religieux, mais un des patrimoines les moins connus. Et c'est aussi par sa nature. Si on est dans des écoles protestantes ou des églises protestantes, le cimetière est ad vitam aeternam. Ça veut dire que dès qu'il y a des corps enterrés, le cimetière va rester. Il ne bougera pas. Les pierres, on va les réparer. Dans les lots catholiques, souvent, c'était des lots à perpétuité. Ce n'est plus le cas. Donc, il va y avoir des remaniements, des déplacements de monuments, des fois des monuments qui disparaissent. Puis c'est pas de la mauvaise volonté, il y a toute une procédure, mais de plus en plus, il y a des gens qui sont conscients qu'il y a une forme de patrimoine à préserver, certains symboles, certains monuments qu'il faut conserver, puis qu'il y a d'autres façons
aussi de réutiliser ces lots-là, soit en faisant des plaques par terre, en y mettant des urnes. Il y a plein de projets qui peuvent se faire. Donc, pour toi, un cimetière, c'est un lieu de patrimoine, c'est un lieu artistique aussi, parce que quand tu bon, disons, Nancy, ce matin, se lève et dit « Je vais visiter un cimetière ». Tu as ciblé d'avance? Tu as préparé ton séjour? Comment tu te disposes? Tu trouves l'emplacement? Oui. Il y a deux façons. Il y a soit je suis sur la route, puis en passant, parce que je suis en vacances, on passe à côté d'un cimetière, bon, ben là, je vais faire un arrêt. Donc, même mon conjoint et ma famille le savent, si on part en vacances, il va y avoir quelques arrêts sur la route. Il y a des alertes cimetières. Oui, avec un deadline, parce que là, c'est pas tout le monde qui veut passer 3 heures dans le même cimetière. Donc, souvent, là, ça va être un shooting rapide de photos. Et là, je vais me laisser inspirer rapidement en 20 minutes. Ton appareil. Oui. Il y a l'autre façon, quand je pars vraiment comme dans la région, c'est qu'il y a des sites qui existent où les cimetières, où les anciens cimetières sont recensés par des fans de patrimoine funéraire. Et là, je vais préparer où ils sont, essayer de me faire une carte pour pas passer 2 fois au même endroit. Ah oui, puis, d'accord. lister, prendre des photos, soit de type artistique ou de type un peu plus ethnographique. Donc, pour soit faire une conférence, et à travers, certaines vont être plus artistiques. Je vais donner un exemple de photo artistique, j'en ai amené. J'espère que je le mets de le bon côté. Ça, c'est à Sainte-Victoire. Mais ce monument-là, c'est un des premiers monuments que j'ai photographié, puis je retourne à tous les ans. Dans certains cas, je refais à tous les ans les monuments, mêmes monuments pour voir l'évolution, parce qu'on peut voir les bris, les pertes. Ah oui. Hein? Ouais. Puis dans certains cas, il y a des belles surprises qui vont nous arriver. Puis après ça, je joue un peu avec le numérique, parce que je suis rendue au numérique, mais je ne suis pas la technicienne numérique. Quand j'ai passé 20 minutes max sur une photo, c'est tout. J'ai encore mes réflexes argentiques, souvent. Elle est bien cadrée, bien faite, la photo est bonne au départ, mais de temps en temps, il y a des surprises. Tu corriges, un petit peu, mais très légèrement. Comme celle-là, il y a du grain, il a été recadré, puis j'ai changé la couleur pour l'amener en sépia d'attitude. 20 minutes, c'est pas long. Nancy, tu as parlé de symboles. Quels sont les principaux symboles qu'on retrouve ou qu'on ne retrouve pas? Est-ce qu'il y a des interdits de symboles dans les cimetières? C'est variable selon, je te dirais, les fabriques ou les gestionnaires de cimetières. On m'a déjà posé la question, à un moment donné, un journaliste qui préparait un article, est-ce que tu as déjà vu un logo des Hells Angels dans un cimetière? Moi, j'ai pas vu les Hells, mais j'ai vu un logo d'un groupe de motards dans un cimetière au centre du Québec. On peut aller jusque-là. Oui, mais il y avait eu une entente. Après coup, la vie a fait que j'ai rencontré un des gestionnaires. Il y avait eu toute une entente dans un endroit plus discret. Bon. J'ai vu une tombe aussi au centre du Québec avec des symboles ariens et pro-nazis. Eh bien! Oui. Puis c'est les symboles qui m'ont intriguée. J'ai pris la tombe en photo, puis je suis tombée sur... Puis la phrase, c'était clairement un néo-nazi. Un sympathisant. Oui. Ah bon? Puis moi, j'ai pas nécessairement l'historique des temps. Moi, je vais y aller par la symbolique. Ce qu'on va retrouver beaucoup, c'est des symboles chrétiens. Donc, la croix, l'espèce de IHS. Ah oui. Ça, on va le trouver souvent. Les mains jointes, les anges. Beaucoup les anges dans les cimetières catholiques, un peu moins dans les cimetières protestants. Ils sont souvent un peu plus sobres en région. Dans les grandes villes, ils vont être un peu plus exubérants. J'ai vu des anges dans des cimetières protestants. Des fois, ils sont anglicans. Là, il va y avoir des variations selon la tradition. Mais on commence à voir Marie, la Sainte Famille, Joseph, Sainte Thérèse d'Avila. Oui, ah bon. Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus. Ça va souvent être des dévotions. Gravé dans la pierre. Ou une statue. Donc, ça va dépendre. Le monument est un choix de la personne, de la famille, de la succession. Et là, après ça, il y a les périodes. Si on est dans la période, il y a à peu près 100-150 ans, quand notre région s'ouvre, bien là, on est dans une symbolique très chrétienne, majoritairement catholique. Des croix, des crucifiés, des Jésus vivants, des ressuscités. Des Sacré-Cœur, on peut avoir des chapelets, la couronne. Il y a beaucoup de symboles, mais il y a des symboles qui sont partagés aussi avec l'école protestante, qu'on va retrouver aussi dans les cimetières catholiques. Donc, les deux mains, une alliance, tu as la main féminine avec la main masculine, avec la croix. Ça, c'est dans un cimetière
catholique, sans la croix souvent chez les protestants. Donc, il y a des petites il y a des variantes. Et puis, des fois, il y a des gens qui vont me dire « Ah, ben tel symbole, c'est franc-maçon. » Il n'y a pas de symbole nécessairement franc-maçon dans les cimetières catholiques, mais on va en retrouver fréquemment dans des cimetières protestants. Ah bon? Parce que c'était plus accepté, tandis que c'était un ordre un peu moins bien vu chez les catholiques. C'est comme il y a ça. des fleurs aussi. Toutes sortes de fleurs, généralement. Gravées, mais des fleurs aussi. Dans les cimetières, il y a des réglementations par rapport à ça, les arbres, les fleurs et tout ça. Oui, puis il y a des endroits où on peut planter encore des arbres. Il y a eu des aménagements aussi un peu plus écologiques. Il y a toutes sortes de tendances. On a le cimetière que nous, on connaît. Là, on a les urnes, on a les endroits pour les urnes. On a des cimetières privés qui sont attachés souvent à des salons funéraires. On en a un à Victoriaville, en arrière de Grégoire Desrochers. C'est un cimetière privé. Donc, on va avoir... des mausolées. Un mausolée, mais on va avoir surtout pour les urnes, des espèces d'enfeux, mais pour les urnes. On va avoir certains types de monuments, certaines gravures. C'est super cute. Un jardin, là. Un jardin de le mémoire. Jardin du souvenir, si je ne me trompe pas. Aussi. Ici, Ça, on va en avoir un peu dans d'autres régions. Il y a des cimetières écologiques, entre autres aux États-Unis, où on enterre dans des linceuls, dans une forêt. Ah bon? Il y a des projets pour faire des lieux de dispersion des cendres parce qu'il y a souvent des problèmes sur on fait quoi avec l'urne à un moment donné. Parlons-en. Il y a des cimetières qui en parlent de ça. Depuis l'avènement de l'incinération qui a été amplifié, non? Je ne sais pas si toi, tu as remarqué qui a été amplifié par la pandémie. Hein? Oui, mais c'était une obligation aussi parce que si la personne elle avait le virus, c'était une façon aussi de limiter la contagion. Donc, oui, il y a eu beaucoup d'incinération, mais c'est une mode qui monte beaucoup dans l'Occident. Les frais funéraires étant tellement élevés, souvent l'incinération est moins coûteuse qu'un cercueil et tout ça. Donc, les gens vont aller vers ça. Mais entre toi et moi, Nancy, la difficulté avec l'incinération, c'est qu'on ne prévoit pas toujours l'endroit où on va mettre les cendres. Effectivement. Puis là, souvent, on les garde quelque temps en se disant, bien, plus tard, on ira procéder à l'inhumation dans un cimetière ou bien même à disperser les cendres. Qu'en penses-tu? Quels sont les enjeux d'une pratique, d'une autre, par rapport au deuil, entre autres? Moi, ça me pose des questions. Si, tu parlais de cimetière, lieu sacré, là où on peut entrer pour vivre, se déposer. Par rapport à l'incinération, moi, j'ai rien contre le fait que les gens amènent les cendres à la maison un certain temps parce qu'on veut prévoir, par exemple, on est en temps de pandémie où la famille est loin, on veut prévoir. On ne parle pas de ça. On parle de après. Puis il y a eu des cas dans les journaux, là, une famille déménage, puis dans le garde-robe trouve une urne funéraire qui appartient, on ne sait pas à qui, c'est-tu le propriétaire, l'ancien locataire, on ne sait pas d'où ça vient. Ça retourne dans les salons funéraires. Il y en a qui vont dans les centres de dons d'organismes communautaires. Il y a eu des histoires. Finalement, alors que c'est ça, il faut prévoir un endroit. Et même, moi, je lisais une anthropologue de l'Université de Montréal qui est spécialisée sur la mort. Le lieu des morts est important. Il faut avoir un endroit pour les déposer. Donc, les cendres, idéalement, devraient être déposées quelque part. Est-ce que c'est dans un jardin de dispersion autorisé? Est-ce que c'est dans un cimetière? Est-ce que c'est dans un columbarium? Il y a des possibilités pour tout le monde. Mais en ce moment, ce n'est pas réglementé, la dispersion, hein? Je ne sais pas si c'est pas réglementé ou c'est en train de se travailler. Là, c'est quelque chose, qu'il y a un dossier que je connais moins, plus que je travaille, mais je sais qu'il y a des réglementations qui vont se mettre en place, puis je sais que les salons funéraires veulent aussi qu'il y ait des choses, parce que c'est eux qui se ramassent avec les cendres là, qui sont non réclamées, perdues, égarées. Donc, je sais qu'il y a des choses qui vont se faire éventuellement. J'ai entendu parler de cimetières, entre autres catholiques, qui voulaient développer des jardins de dispersion. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas aller disperser les cendres dans ce lieu-là, il va y avoir une note dans les archives. Les descendants qui vont chercher où a été dispersé les cendres de grand-papa, grand-maman, mon oncle, ça va être marqué, l'ancêtre les cendres ont été mis à tel endroit. Donc, on a un marqueur. Et c'est le marqueur qui est intéressant pour le deuil, pour la généalogie, le respect, aller rendre mémoire. Quand on n'a pas de deuil, comme on voit actuellement, là, il y a des catastrophes de guerre ou des catastrophes naturelles,
c'est collectif et c'est pas du tout la même façon de gérer là, le deuil qu'on peut avoir ici actuellement. On le voit aussi avec les cimetières qu'on découvre des Autochtones, comment ça crée je dirais, une distorsion dans la capacité de faire le deuil. Ouais. On ne sait pas où sont où. C'est comme quelqu'un qui s'est noyé, qu'on ne trouve jamais le corps. C'est ça. C'est beaucoup plus long souvent et ça peut amener toutes sortes de complications. Mais ça, il faut aller voir des groupes de deuil, il faut aller consulter au besoin. Il y a des gens qui sont spécialisés. Et moi, ce que je travaille, c'est l'art funéraire pour valoriser ce que c'est, valoriser les symboles, valoriser qu'on a un patrimoine méconnu. Puis en même temps, je sais que dans certains cas, les gens ça va les toucher profondément, ce qui m'a amené à aller faire un doctorat pour comprendre, dans certains cas, vers quoi ça les a amenés. Puis c'est pas encore terminé, donc l'analyse des données nous donne des idées, mais c'est pas terminé, mais ça s'en vient dans les prochaines années. On va pouvoir avoir une idée. La conservation des cimetières, les symboles, ça nous parle de notre rapport à la mort, à l'existence. Effectivement. Tu offres même des visites, des visites dans les cimetières. Qu'est-ce que ça apporte? Comment tu t'y prends? Bien, c'est sûr que moi, je ne fais pas de visite historique. Tu ne fais pas de visite historique? Non. Moi, je vais prendre un peu... J'ai toujours dit, on va faire un survol de l'histoire, on va saupoudrer de l'histoire, mais on va apprendre la symbolique. Pourquoi? Parce que les sociétés d'histoire font déjà des excellents travaux sur les personnages historiques. Donc, je n'ai pas besoin d'aller jouer. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, oui, il y a des personnages historiques avec des gros monuments ou des plus petits monuments, mais il y a aussi des petits trésors un peu partout. Donc, c'est plus permettre aux gens... Des défunts plus anonymes, moins... Puis on ne parle pas nécessairement du défunt, à part si on a tout un listing sur la pierre tombale. Puis j'ai un peu d'informations. Des fois, j'ai entendu des oui-dire, des petits raconteurs, parce que je rencontre des gens qui me racontent des trucs dans les cimetières. C'est la rumeur, ça, c'est le croustillant. Ça, c'est bien apprécié. Mais je dis toujours, c'est des rumeurs. Mais au niveau de la symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens pensaient que ce n'était que décoratif. Aujourd'hui, ça peut être ça peut être une passion qu'on traduit, ça peut être un espoir, mais il y a 100 ans, c'était un langage commun, mais c'est un langage qu'on perd. Ah oui. On le perd beaucoup, comme on perd souvent aussi pourquoi il y a des vitraux avec telle chose dans les églises, parce que cette tradition-là du livre imagé, on est dans une culture de l'écrit, de l'instantanéité, avec une foi catholique qui souvent a pris une dégringolade au cours des années. Ou protestante. C'est pour remplacer par une spiritualité beaucoup plus, soit à la carte, ou beaucoup plus vaste, de gens qui se cherchent, parce que moi, fondamentalement, je crois que tous les humains, quelque part, sont spirituels. C'est fondamental, mais la croyance va varier. Que tu me dis que tu crois à rien, parce que tu es athée, mais tu crois qu'il y a quelque chose, tu crois qu'il n'y a rien. Oui, à la personne qui est convaincue d'être ressuscitée par Jésus ou qui va aller en réincarnation ou qui va se réincarner 25 fois. C'est toutes des croyances qui sont, pour moi, des échelles de compréhension. Et ils sont toutes bonnes. Moi, j'en ai pas une qui est moins bonne que l'autre. C'est sûr qu'on sait qu'il y a des dérives. On ne parle pas des dérives, on parle des grandes traditions. D'accord. Si les cimetières sont tenus par des confessions religieuses, ceux qui sont les confessions moins représentées au Québec, ils disposent comment de leur mort? Par exemple, les musulmans, les bouddhistes, Il y a des cimetières au Québec qui sont multiconfessionnels et dans certains cas, il y a des carrés, entre autres chez les musulmans, il y a des carrés musulmans qui ont été développés dans ces cimetières-là. Mais il faut se rendre compte que si on n'accepte pas que nos communautés puissent être enterrés dans leur foi, le respect de leurs coutumes, c'est un manque au niveau aussi de leur intégration, parce qu'il faut qu'ils envoient le corps dans leur pays. Tandis que ça aussi, ça se fait. Hein? Oui, ça se fait beaucoup, mais tranquillement, je connais une association de gens qui travaillent pour des carrés musulmans, pas nécessairement des cimetières. On sait qu'il y a eu des problèmes, des tentatives à certains endroits qui ont été mal perçus, mal vus, mais il y en a d'autres qui travaillent plus en partenariat pour faire des carrés musulmans dans certains cimetières, et ça va bien. Il y en a à Laval, il y en aurait un en projet, s'il n'y a pas déjà en fonction, dans la région d'autour de Sherbrooke. Donc, ça permet à ces personnes-là, ces communautés-là, de pouvoir suivre leur rite, leur foi, puis d'être bien aussi intégrés à notre vie citoyenne.
Nancy, tu m'as parlé d'une technique de calque. Qu'est-ce que c'est? Oui, concrètement. Ben oui, c'est ce que j'appelle les frottis. J'en ai frottis. J'en ai amené. Je vais commencer par ça en papier parce que ça, c'est des choses que tu as développées, c'est des techniques que tu as développées au fil du temps? Ben développé. Je ne l'ai pas inventé parce que ça vient des surréalistes avec Max Ernst. Ça a à peu près une centaine d'années. Ah bon? Il frottait pour avoir des motifs puis faire des œuvres d'art. Ça existe aussi en anglais. Ils appellent ça le rubbing tombstone. Mais c'est interdit dans beaucoup, beaucoup d'endroits parce que les gens touchaient à des monuments fragiles, anciens, historiques. Donc, il faut toujours des permissions pour le faire. C'est vraiment prendre un papier, d'aller sur le monument. Bien, c'est sûr qu'il ne se tient pas tout seul. Prendre un adhésif qui n'est pas dangereux pour le monument. La pierre. Moi, je travaille seulement sur les monuments en granit qui sont stables. Et c'est d'aller avec une craie... j'ai envie de dire un petit crayon de cire, puis d'aller sortir le motif. Et moi, je ne sors jamais les noms. Ça arrive à l'occasion que j'ai un bout de nom, je vais le couper par respect. Moi, ce que je veux, c'est vraiment le motif pour créer comme une banque, où c'est pas juste de photographie, mais on pourrait dire c'est des négatifs de ce qui est sur la tombe, mais aussi qu'est-ce qu'on a souvent sur les tombes ou ce qu'on n'a pas souvent, puis qu'on peut frotter. Puis ça, c'est le fun parce que avec les monuments au laser, toute cette gravure-là va disparaître tranquillement, pas vite, va être remplacée par des motifs au laser. Puis ça, il y a juste la photo qu'on peut faire. Puis après ça, ben moi, dans le travail en art funéraire, vu que je fais de la photo, je fais des visites, je fais des conférences, bien, ça s'ajoute aussi dans mon matériel. Ça permet aussi de faire des médiations culturelles. J'en ai fait avec des enfants d'issus de pastoral, puis leur famille, il y a une couple d'années. Ça permet aussi de faire des fois des petites présentations. Ici, ça c'est un motif de colombe avec un cœur. C'est un duo avec un cœur, c'est une tombe. C'est un tout petit motif sur une tombe. Et c'est l'amour. Là. On voit bien ici que c'est ici, ça représente vraiment l'amour des conjoints et tout ça. Et en plus, comme on est dans la région du recyclage, bien, moi, je retape des cadres. Je refais les patines pour que les cadres puissent donner un super beau résultat avec l'œuvre. Ça, c'est souvent dans les expositions, pour permettre aussi une autre façon d'amener les gens au cimetière, parce que c'est pas tout le monde qui se déplace vers les cimetières. Il me semble, Nancy, que de plus en plus, les motifs sur les pierres sont personnalisés, hein? Oui. Alors qu'il y a 50, 60, 100 ans, c'était plus, on s'entendait sur des motifs à peu près similaires, communs, qui parlait plus de la foi, de la croyance ou d'une idée générale de la mort. Alors que maintenant, on retrouve des photos de personnes décédées sur les monuments. Ça, c'est un retour. C'est très personnalisé, hein? Oui, mais les photos, c'est un retour. On l'avait, dès que la photo est inventée au 19e, on avait des photos en porcelaine qui sont apparues sur les monuments. Il y a des retours. Ça, c'est pas nouveau. Dans les tombes anciennes, on les voit. La symbolique personnelle, dans certaines tombes anciennes, on va en trouver aussi. Mais ce qui est nouveau, c'est toute l'utilisation du laser. C'est que là, on va vraiment graver exactement pareil la personne, sa ferme, ses traits, des choses qui sont importantes pour cette personne-là. Il y a 150 ans, 200 ans, les statuaires, c'était les gens qui étaient plus fortunés et qui pouvaient se les permettre. Les plus humbles, ça pouvait aller de la croix en ciment qui avait été décorée avec des tessons, une petite croix métal que la famille avait, une croix en bois. On avait, alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup de standardisation. On va avoir des catalogues il y a 100 ans. Les catalogues étaient très élaborés. Il y avait beaucoup de possibilités, parce que j'ai trouvé des vieux catalogues en faisant des recherches sur Internet, dans des archives, entre autres américaines. Et aujourd'hui, on va avoir des standards. On va peut-être avoir, je ne sais pas, moi, 50 motifs possibles avec peut-être, je ne sais pas, moi, 20 tombes, mettons qu'on va dire ça, mais ça peut être un peu plus. Mais on n'aura pas énormément d'extravagance. On va aller vraiment avec le standard. C'est plutôt sobre. Mais il y a quand même des exceptions. On avait des obélisques il y a 100 ans, souvent chez les personnes un peu plus libres d'esprit. Ce qui veut dire une espèce de tour anonyme, décoré parfois simplement dans sa découpure. C'est ça, un obélisque, comme il y en a en Égypte. Donc ça vient des découvertes de Napoléon, donc ça apparaît. Donc le même obélisque, on en a un très grand dans la région de Bécancour. Et j'en ai vu un dans la région de Victo, un nouveau, qui est un monument funéraire très, très récent, mais un plus petit,
mais qui est un peu plus large, mais qui reprend. Donc, les modèles peuvent revenir. Dans certains cimetières, si on enlève un vieux monument, il faut remettre un monument qui ressemble, mais avec les nouvelles gravures. Donc, on a quand même un souci de garder, dans certains cas, le cachet. Puis, à d'autres endroits, tout est pareil, où tous les monuments sont même hauteur, même couleur, ou c'est des plaques par terre. Ça, je trouve ça un peu plus dommage parce que ça enlève la richesse. C'est plus... Puis ça doit être plus éphémère aussi, hein? Pas nécessairement. Nancy, parlant de choses éphémères, notre émission tire à sa fin. Et oui. Je ne voudrais pas terminer sans avoir mentionné que tu as reçu une belle reconnaissance de la part de la Société Saint-Jean-Baptiste. Oui, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. En novembre dernier, j'ai eu la joie et la surprise de recevoir le prix Lionel Groulx de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec pour tout le travail de valorisation de l'art funéraire. Le prix Lionel Groulx, c'est lié beaucoup à l'histoire, au patrimoine. Donc, ce qui m'a encore plus émue, c'est que c'est une personne, un groupe ou des gens du milieu de la région qui ont soumis ma candidature et que ça a été accepté. Il y avait une bourse aussi de 500 $. Wow. Il y a eu un petit certificat, une capsule vidéo qu'on peut trouver sur YouTube qui a été fait aussi. D'ailleurs, justement, Victoriaville, on l'a fait à l'automne dans le cimetière Sainte-Victoire pour parler un peu de ce que je faisais là, en art funéraire. Bien, merci pour cet héritage que tu nous invites à visiter, à partager, à reconnaître aussi comme un joyau de notre patrimoine. Merci Nancy de ton passage à cette émission Appel de l'Aurore. Merci à vous tous et toutes d'avoir été présents. Merci à Charles Gilbert, nos caméramans, et à Claude Morin pour son service de réalisation. On se dit à bientôt ou à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau.